Tout de suite, eh bien, on va parler de nos étranges colocataires, les arbres. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Alexis Génie. Bonsoir. Agrégé de sciences naturelles, vous avez été longtemps professeur, prix Goncourt en 2011 pour votre premier roman à l'époque. Depuis, vous en avez écrit moult et moult romans. L'art français de la guerre, ça s'appelait. Cette fois-ci, c'est l'art de vivre avec les arbres que vous proposez. C'est cet essai rafraîchissant chez Actes Sud. Parmi les arbres, essais de vie commune. Alors, vous parlez des arbres comme de colocataires avec qui on doit cohabiter, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Des arbres, il y en a partout. Oui, il y en a partout, mais on ne les voit pas obligatoirement bien, on ne les voit pas obligatoirement avec l'attention qu'ils nécessiteraient. C'est-à-dire que les arbres font partie du décor. Donc du coup, quand ils gênent, on coupe. Et en fait, on a un lien très très fort avec eux. Ils sont très différents de nous, ils sont vivants comme nous, mais d'une façon très différente. Mais nous sommes très attachés aux arbres. Et en fait, dans notre vie, dans notre histoire, dans nos mythes, il y a toujours des arbres. C'est vraiment nos compagnons de route sur cette terre. Vous pensez qu'on connaît mal, finalement, les arbres? Quand vous dites que ça fait partie un peu du décor, alors qu'on vit avec. Alors, on sait des choses sur les arbres, mais vraiment, on ne les prend pas véritablement en considération. Quand Peter Wohlleben, il y a quelques années, avait fait La vie secrète des arbres, tout le monde était surpris de ce monde compliqué, où ils avaient des relations, des communications, etc., des liens. C'est le début d'une véritable exploration de ce monde-là. Vous vous définissiez quand vous étiez prof d'arbres qui poussent, d'hormones qui font grandir et de bestioles qui s'agitent au moindre bruit. Jolie définition de métier. Prof d'arbres, ça ressemblait à quoi vos cours? J'essayais de raconter, parce que ce qui est dommage, c'est que les sciences, on veut faire ça un peu trop sérieux, un peu trop méthodique, etc. Et moi, c'est pas pour ça que j'aime les sciences. Moi, alors, je suis pas un scientifique, au sens où dans un laboratoire, j'aurais jamais rien trouvé, mais j'adore la culture scientifique, j'adore la pensée scientifique, et moi, ce qui me passionnait, c'était de raconter le monde, de raconter les sciences, de raconter les arbres, les bestioles, les cailloux, ça c'est bien. Avec des mots simples. Oui. Alors, vous n'êtes pas le genre de prof à dire à vos élèves... Je vous cite, chez le haricot, la circumnutation évolue en tigmotropisme, ce qui lui permet d'être grimpant. Je vous laisse quand même bien lire, on a mis une infographie pour que vous puissiez réfléchir à cette phrase. Pourquoi je la cite? Parce qu'elle est ici, en exergue de votre livre. Ouais, c'est beau le langage scientifique, mais après, finalement, c'est pas si mystérieux que ça, parce que dans le langage scientifique, chaque mot a été créé pour dire une chose. Donc finalement c'est assez simple, il suffit d'apprendre les mots et on comprend, mais c'est un côté pittoresque que j'aime bien. Alors vous dites la biologie s'est posé gravement des questions loufoques, c'est quoi la circumnutation et c'est quoi le... C'est tout bête, si vous voyez un haricot ou alors des plantes grimpantes pousser, en fait elles vont pousser en tournant. Mais elles tournent dans le vide, elles tournent en l'air. Puis à un moment donné, elles vont toucher un truc et elles vont s'enrouler autour. Donc du coup, elles vont s'enrouler autour de ce qu'elles ont touché. C'est le tigmotropisme. Passionnant, et la circumnutation, c'est que ça tourne. Et du coup, en tournant comme ça, elles vont toujours attraper un truc. Elles vont arriver à utiliser les autres branches ou les supports pour remonter. C'est passionnant quand on vous écoute, parce qu'on comprend quand vous dites « mais oui, mais moi, je trouve qu'on sous-estime souvent les arbres, par exemple, et qu'on surestime certaines parties des végétaux ou des arbres, à savoir le tronc. » Oui, voilà. Parce que, là, on comprend. Parce alors, il y a un truc qui est tout bête, mais auquel on ne pense pas, c'est que les racines, elles ont un volume qui est à peu près équivalent au feuillage. Et c'est vrai que le feuillage d'un grand arbre, il est impressionnant, mais de savoir qu'il y en a autant en dessous, si on considère que le tronc qui est à notre hauteur, c'est tout l'arbre, eh ben non, il manque un sacré bout. D'ailleurs, quand vous parlez des racines, vous les donnez en exemple pour dire finalement les arbres sont un peu comme nous, il y a une façon de penser arbre. Voilà, alors j'ai rencontré un chercheur italien qui s'appelle Stefano Mancuso, Un grand chercheur italien, qui se définit comme neurobiologiste végétal. Neurobiologiste végétal. Donc du coup, il fait des recherches sur la pensée des plantes. Alors comme ça, il dit la pensée des plantes, faut quand même pas déconner. Enfin bon, ça veut rien dire. Et en fait, quand on réfléchit à ce que c'est que la pensée et l'intelligence,
c'est réagir à l'environnement, trouver des solutions adaptées, etc. Voilà. Et les arbres font ça très bien. Donc il y a une pensée. Mais alors pour comprendre ce que c'est que la pensée, c'est peut-être bien de se décaler et de comparer aux fourmis par exemple. Alors. Les fourmis individuellement sont très stupides. Elles n'ont pas beaucoup de cerveau. Globalement, elles arrivent à avoir une intelligence et construire leur fourmilière. Donc, chaque branche, chaque racine a une petite zone sensible qui permet la croissance. Et donc, la croissance va s'orienter en fonction des problèmes. C'est une pensée, c'est une intelligence. Finalement, je crois que vous n'aimez pas trop qu'on humanise les arbres, qu'on les compare trop à l'être humain, qu'on se compare, et en même temps... Il ne faut pas. Alors, il ne faut pas parce qu'ils sont autres. Et il faut respecter l'autre en tant qu'autre. C'est-à-dire que si on les humanise trop, sous prétexte de comme ça on va les aimer, bah non, ça nous empêche de les comprendre. Vous pensez? Pour vraiment les comprendre, il faut assumer leur altérité, leur façon d'être autre. Et là, c'est beaucoup plus passionnant, ça ouvre un monde. Et ce qui m'intéresse dans les sciences, c'est ça, ça ouvre des mondes. Oui, vous dites que les arbres sont radicalement étranges. Ah, complètement. Mais donc, pas de point commun du tout? Bon, ils sont vivants, ils ont des cellules vivantes comme nous, mais après, ils sont... par exemple, nous, on a une intériorité. C'est-à-dire que nous sommes fermés sur nous-mêmes grâce à notre peau à peu près étanche. Les arbres, c'est l'inverse. Ah ben les troncs. Alors le tronc, en fait, c'est une poutre qui tient le reste. Mais en fait, ils sont totalement dirigés vers l'extérieur par leurs feuilles qui, en fait, flottent dans l'air et dans la lumière. C'est ça l'arbre. L'arbre, il est complètement plongé dans l'extérieur. Et nous, on est des scaphandriers. On a quelque chose qui nous protège de l'extérieur. Alors, vous comparez les arbres, parce que je vous ai bien lu dans votre livre, à un drap. C'est même pour vous la meilleure image fonctionnelle d'un arbre. Alors, vous nous expliquez. En fait, quand on a un tronc, l'intérieur du tronc n'est pas vivant. L'intérieur du tronc est mort déjà. Mais ça sert de poutre, ça sert à tout tenir. Même quand l'arbre vit. Même quand l'arbre vit. Ce qui est vivant, vraiment vivant, c'est juste sous l'écorce, une petite zone blanche et tendre, qui sont les vaisseaux qui transportent la sève, la fait monter, la fait descendre, etc. Donc si on isole ce qui est vivant, on a une sorte de drap humide. Et ce drap humide, qui est relié à ce qu'il y a dans les feuilles, etc. Et si on isolait tout ce qui était vivant dans l'arbre, on aurait une sorte de grand drap qui est au soleil, qui flotte dans l'air, qui touche l'eau et qui fait monter l'eau. Et donc ça serait une sorte d'image fonctionnelle, mais assez étrange. Mais l'arbre est étrange, son mode de vie est étrange. Donc il faut avoir des images qui nous décalent. Est-ce que vous avez un arbre préféré? En vous entendant en parler comme ça avec tant de passion, on se dit que ça doit être difficile de choisir. C'est très difficile de choisir. Allez, je vais choisir l'arbre ancien. Parce que dans votre livre, vous dressez une galerie de portraits. On part autant en France qu'en Suisse, dans le Yucatan, en Argentine. Mais c'est un livre de portraits. En fait j'ai réussi à écrire ce livre à partir du moment où je me suis dit, tiens, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse le portrait d'arbres singuliers. Et mon rapport à eux. Et là, on pourra faire quelque chose, un récit, sans les humaniser, justement. Ouais, et à partir du moment où j'ai eu cette idée-là, pouf, le bouquin s'est écrit assez rapidement. Et donc, le préféré, allez, je cherche, c'est à côté de la maison de mes parents. Ah. Ils habitent dans un tout petit village, minuscule, dans la campagne, il y a des forêts tout autour. Et à côté, il y a un marronnier. Un gros marronnier, je pense que le diamètre doit être 1,50 m, enfin, c'est un truc géant. Et en fait, il met de l'ombre autour de la maison. L'été, c'est vraiment une sorte de zone où on peut vivre. Il vit en même temps que la maison, miroir avec la maison. Et du coup, moi qui, pour des raisons familiales, suis un peu déraciné, parce que ça a circulé beaucoup dans ma famille, eh ben, il a des racines pour moi. Finalement, c'est l'arbre de votre vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je vais le voir régulièrement, et à chaque fois, je l'admire, et puis je dis, ben voilà, heureusement qu'il est là. C'est une très belle image, l'arbre de votre vie qui vous enracine. Voilà. Merci à vous. Vive le marronnier du jardin de votre maman. Merci Alexis Génie. Voilà, Parmi les arbres, essai de vie commune que je vous recommande grandement. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.